Dans ce nouvel épisode de Jugurtha Talks, je vous invite à rencontrer Hamid Chabani, un homme dont les racines berbères et l'amour pour l'histoire ont façonné une carrière diversifiée, allant de l'éducation nationale à la politique locale. Son engagement dans la transmission de l'histoire africaine contemporaine, suivi par une dévotion à la culture berbère et à la politique à Drancy, révèle un homme profondément attaché à ses convictions. Hamid nous ouvre les portes de son monde, partageant ses expériences en tant que professeur, historien, auteur et adjoint au maire, ainsi que sa passion pour créer des documentaires qui illuminent les figures historiques amazirs. Ce dialogue offre un aperçu rare de la vie d'une personne qui a façonné le destin de plusieurs générations de jeunes et qui continue d'inspirer et d'influencer positivement la vie à Drancy et ailleurs. Mettez-vous à l'aise et laissez-vous emporter par le récit d'Hamid. Hamid Chabani, bienvenue à Jugurtha Talks. Merci Ahmed pour ton invitation. Comment vas-tu? Ça va très bien, fraîchement. On va essayer de se réchauffer avec cette belle émission à laquelle je Merci. suis content de participer. Moi aussi, écoute, je suis très ravi de te recevoir. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement aux personnes qui nous écoutent? Alors moi je m'appelle Hamid, j'ai eu 40 ans cette année et donc j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois et j'ai vécu longtemps et j'habite toujours à Drancy où je suis élu à la ville de Drancy en tant qu'adjoint au maire en charge des sports et conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis. Et parallèlement, en fait, j'ai un parcours d'historien. J'ai passé le CAPES il y a quelques années pour devenir professeur d'histoire-géographie. Et donc, j'ai aussi une appétence et une spécialité sur le monde nord-africain, notamment sur les questions berbères, où j'ai été publié, où je fais aussi quelques capsules d'histoire bénévolement. Parce que l'histoire, c'est quelque chose qui me passionne entre les autres casquettes aussi que j'ai aussi à mener. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Ok. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Alors moi, je suis né à Bichat, dans le 18e, et j'ai grandi un petit chouïa à Colombes, à Saint-Ouen-Avant, ensuite à Colombes. Et vraiment, où j'ai vraiment grandi, c'est Aulnay-sous-Bois, au 35 rue Edgar Degas, parce que mon père travaillait à l'usine PSA Citroën, qui a disparu maintenant depuis quelques années. Et surtout, après, à l'âge de 10 ans, j'arrive à Drancy, là où j'ai fait, j'allais dire, toutes mes expériences de ma vie de gamin jusqu'à la vie d'adulte. Ça ressemble à quoi, à grandir à Aulnay-sous-Bois et à Drancy? Ah, c'est des territoires sur lesquels en fait on a partagé beaucoup de choses. J'ai joué longtemps en foot, à Aulnay-sous-Bois, à Drancy, à la Jeanne d'Arc de Drancy, où j'ai passé mes diplômes de foot, où j'ai entraîné les gamins, où j'ai joué avec les copains. J'ai fait l'école à Drancy, le collège Pierre Sémar, le lycée de la Croix. Et puis ensuite, j'ai quitté un petit peu la banlieue. En fait, on y est toujours parce qu'on aime cette banlieue. Où j'ai fait mes études, moi, à Paris, d'abord à Villetaneuse, à Paris 13, et ensuite à la Sorbonne, où j'ai fait mes études d'histoire pour devenir ensuite enseignant. Ok. Garçon unique ou tu as des frères et sœurs? Non, je suis l'aîné. Je suis l'aîné, ouais. J'ai deux petits frères et deux petites sœurs. Donc on est 5, grande famille. Et donc du coup, je suis l'aîné, c'est la place la plus... La responsabilité. Ouais. T'es responsable très tôt dans nos familles, en fait, Bien surtout sûr. quand t'es l'aîné. Il faut accompagner les parents, les frères et sœurs, etc. Et des fois, bon, c'est pas forcément évident, mais c'est le job, il faut le faire. Et on donne aussi l'exemple. Exactement. Mhm. Ouais. Quel était ou quel est le métier de tes parents? Mes parents n'ont... Alors, mon papa a fait plusieurs métiers, mais il a travaillé pendant des années en tant qu'ouvrier à l'usine Citroën, donc PSA Citroën. Et puis, parallèlement, en fait, comme il voulait absolument partir, quitter Aulnay-sous-Bois, acheter une petite maison familiale, devenir propriétaire, il a cumulé un deuxième boulot. Il était chauffeur de bus. Il a fait ça pendant des années. Là, il a pris sa retraite. Maintenant, il se repose. Et puis, ma maman, elle a été nourrice, assistante maternelle, parce que ça change régulièrement de nom. Voilà, mais ce sont des autodidactes parce que mes parents n'ont pas du tout été à l'école, ils sont illettrés, mais ils ont fait un formidable parcours. Ils nous ont transmis de belles valeurs qu'on essaye maintenant nous de transmettre aux plus jeunes. Est-ce que tu peux me décrire ami d'adolescent au lycée? Ah, c'est dur. Essaye. Au collège, très sérieux, voilà, très sérieux, très bon élève, même si j'ai redoublé ma sixième. Faut pas le dire, mais c'est ce que je disais à mes élèves à l'époque, vous avez le droit aussi de redoubler, c'est pas la fin du monde. Au lycée, sérieux, mais un peu
un peu moyen comme élève, pas non plus un élève, un superbe élève, mais voilà, je faisais le strict minimum. Et bon vivant, toujours délégué de classe au collège et au lycée. Et donc du coup, ça a présagé un petit peu le parcours que j'ai pu avoir maintenant aujourd'hui en politique qui n'était pas prévu non plus. Mhm. Donc voilà, j'ai une appétence en fait, une curiosité dans l'engagement. Parce que j'avais commencé très tôt à m'engager dans le milieu du foot en fait en tant qu'éducateur de foot. Et donc voilà, toujours à vouloir être utile pour la société. Bah écoute, de cet adolescent qui se sent engagé, aujourd'hui tu as fait un parcours, donc tu es historien, conférencier, auteur d'un livre, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, actuellement adjoint au maire, en charge des sports pour la mairie de Drancy, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. La liste de tes accomplissements est longue, belle, mais ce soir, je voudrais comprendre comment cet adolescent, via ses peines, ses joies, des convictions, des querelles, Ouais. des amitiés et pas mal d'obstacles, est arrivé à où tu en es aujourd'hui. Donc, on va essayer de retracer tout ça. Donc, tu commences par étudier l'histoire après ton bac. Avec l'histoire avec un grand H Ouais. de l'Afrique contemporaine à la Sorbonne de Ouais. 2004 à 2007. Tu avais quel âge à cette époque où tu es rentré faire tes études Je m'en rappelle plus. J'étais en. Alors, moi d'abord, je fais de l'histoire pour être plus précis, parce que j'ai une professeure d'histoire, Catherine Fontiboche, avec qui en fait, ça matchait quoi. C'était une professeure qui m'a fait aimer l'histoire et surtout, je le raconte souvent quand je la vois. J'ai fait un exposé en 6e, je venais de redoubler, donc c'était ma 2e 6e, et sur le monde grec, et j'étais fasciné par le monde grec déjà à l'époque, et elle met un 20 sur 20. Donc je me rappelle, mon père m'avait acheté les petits magazines Panini que j'allais coller, etc. Donc elle m'a mis un 20 sur 20. Donc l'histoire, c'était devenu une passion parce que mon père était très... il adore ça. Il adore ça. Et il m'a en fait transmis cette envie, cette curiosité. Et puis après, en arrivant Alors à la fac, en plus, c'était particulier parce qu'au départ, je m'étais inscrit en STAPS pour devenir professeur de PS, de sport. Et j'hésitais avec l'histoire. Donc finalement, j'ai été en histoire parce que j'ai dit, bon, écoute, tu fais assez de sport. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà engagé dans le club de foot ou en tant qu'emploi jeune. J'étais éducateur. Je dis, bon, écoute, on va continuer en histoire, c'est ce qui te plaît. Donc Villetaneuse, ensuite, j'arrive donc effectivement à la Sorbonne où j'étudie l'histoire de l'Afrique contemporaine avec Pierre Vermeuren, Pierre Boilet, qui m'ont un peu initié à ce sujet. Mhm. Et donc, pourquoi l'histoire de l'Afrique contemporaine? Parce que je pense que c'était quelque part une recherche pour moi, sur le plan identitaire, parce que il y a beaucoup de fausses... il y a beaucoup de choses qui sont fausses que l'on raconte sur l'histoire nord-africaine, et puis ça m'a permis un peu de me chercher, parce qu'en fait, on se cherche perpétuellement à cet âge-là. On ne sait pas trop qui on est, ce que l'on est, où on va. Tu vois, on se pose des questions existentielles qui sont parfois violentes. Et du coup, ça m'a obligé à chercher, à lire, à passer beaucoup de temps en bibliothèque. J'adore la bibliothèque. Et qu'est-ce que tu as trouvé en cherchant? J'ai découvert que on appartenait à une histoire et qu'il fallait pas en rougir. Contrairement aux fausses idées répandues sur l'Afrique du Nord, sur mon attachement aussi à la France, comment je me sentais français, de quelle manière je pouvais vivre cette biculture. Cette biculture, effectivement, des fois, c'est hyper compliqué. Puis tu sais, en France, les gens... j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai eu la chance et le privilège de faire mon 40e pays à mes 40 ans. Ça m'a permis de découvrir énormément de cultures. Et en fait, en France, on a tendance à te mettre dans un espèce de moule. Et en gros, on te dit, t'es comme ça, point barre. Et du coup, ça m'a obligé à faire ce travail de recherche, de voir finalement que cet espace méditerranéen, en fait, il est partagé, contrairement très à ce que... connecté. Voilà, très connecté. Très connecté. Hein, les Romains, lorsqu'ils parlent de la mer Méditerranée, disaient Mare Nostrum, notre mer. Alors, apprendre au sens géographique, mais au sens de la mer maternelle. C'est là où que l'on partage. C'est aussi leur piscine pour les Romains. Donc, c'est un espace qui est partagé avec les uns et les autres, qu'on a tendance à oublier. Mais en fait, il y a beaucoup de complémentarité entre l'Europe, l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord est un peu le carrefour et le lien et le lien entre le reste de l'Europe et le reste de l'Afrique. Et donc, on a une histoire commune qui est énorme. Et c'est une des seules mers qui lie 3 continents. Exactement. Qui lie les 3 continents, qui a
c'est un espace de carrefour. C'est un espace de carrefour, c'est un D'échange. espace de partage et d'échange, de conflits forcément. Mais c'est passionnant. Il y a plein de choses qui ont lieu dans cet espace. Et malheureusement, on a tendance à connoter cet espace uniquement sur un langage religieux, sur un aspect religieux, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Oui. Il y a eu cet espace qui a connu les 3 monothéismes, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ça a été un espace où il y a eu aussi des traditions païennes, des échanges multiples et variés. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas enrichir tout ou plutôt utiliser cet espace comme une force et non pas une opposition entre les uns et les autres. C'est clair. Au passage, j'ai vu une fois que tu avais... j'ouvre une parenthèse. J'ai vu une fois que tu as posté sur Instagram, je crois, un livre d'histoire. C'est pas un livre d'histoire parce que c'est un de mes auteurs, on va dire, préférés. J'aime beaucoup son style. Il s'appelle Stefan Zweig. Je sais pas si... Ouais. Et je trouve que... J'adore. Ah oui, oui. Faut lire chez Zweig, faut lire... j'arrive jamais avec le titre. Les 10 heures de l'humanité. Je connais pas du tout. Il est génial. C'est un petit livre qui fait une centaine. Alors, je sais pas si je dis le titre correctement. C'est les 10 riches heures de l'humanité, où en fait, il va prendre 10 moments de l'histoire de l'humanité avec des personnalités et il raconte ça. C'est merveilleusement bien écrit. Et j'adore cet ouvrage. Et puis, il a écrit beaucoup d'autres livres aussi. Il y a Le joueur d'échecs qui est génial, où on va tous s'identifier à ce joueur d'échecs qui ne sait pas lire, qui est analphabète et qui devient champion du monde des échecs et les gens ne comprennent pas. Et j'adore ces types qui sortent de l'ordinaire et puis il te fait des biographies exceptionnelles. C'est surtout les biographies en fait. Moi, je crois que tu avais posté une biographie de Marie Stuart. Marie Stuart, qui est géniale. Et on voit Marie Stuart comment elle est liée à l'histoire de France. Et on ne le sait pas. Enfin, les gens la voient comme dans le monde uniquement britannique et écossais. En fait, elle est liée à cette histoire de France. Enfin, c'est fabuleux. Il a fait plein de... La biographie de Marie-Antoine était fascinante aussi. Moi, je l'ai pas encore lue, celle de Marie-Antoinette, mais c'est vrai qu'elle est fascinante. Il y a celle aussi de l'explorateur, j'ai plus son nom en tête, j'ai des trous de mémoire, sur Magellan, qui est génial. Il t'explique comment Magellan fait le tour du monde, mais finalement, il n'y arrive pas, il ne le fait pas jusqu'au bout. Et qui finalement en fait sur un excès de confiance il meurt dans le Pacifique bêtement alors qu'il a réussi un tour de force et c'est génial parce qu'en fait il te montre finalement que l'être humain il est tout petit et qu'il a aussi cette force à changer l'histoire et c'est passionnant de lire la biographie de Magellan. Tu te dis que le type a parcouru le tour du monde et qui meurt quasiment à la fin, alors qu'il a eu les étapes les plus dures pendant tout le parcours. C'est clair. C'est clair que l'histoire est particulièrement riche. Quand on comprend l'histoire, on arrive à voir les tendances longues du temps. Et on arrive aussi à expliquer son présent d'une manière très rationnelle, posée. Et aussi, on n'est pas dans le moment, on n'est pas anxieux. On arrive à voir en fait que ces schémas se sont déjà passés et qu'ils peuvent se reproduire. Tu décris exactement les 3 temps de Fernand Braudel. En fait, je connais pas du tout. Sur l'histoire du temps long avec les civilisations, etc. Je connais pas du tout. L'histoire de l'être humain, c'est l'histoire du temps court, du politique qui est là. Et qu'on a tendance à oublier qu'en fait, on s'inscrit dans un temps qui est très long. Oui. Et que des fois, on fait souvent des anachronismes et qu'on comprend pas. L'histoire, ce qui est bien avec l'histoire, ce qui est passionnant avec l'histoire, c'est que ça te permet de décoder le monde, comment il fonctionne. Et ça, c'est passionnant. Et je dis à des gamins, ouais, mais monsieur, ou des copains, mais j'étais à des soirées où des potes me disaient mais franchement c'est quoi, ça sert à quoi d'être prof d'histoire? Ça sert à décoder, à comprendre et je t'assure que tu vas plus vite ensuite sur le monde et sur les autres. Oui. Écoute, ça c'est le temps long. Là on va revenir un peu aussi au temps court et essayer de comprendre quoi aussi ton parcours. Donc je suis désolé, je tousse un peu. Il n'y a pas de souci. Donc tu étudies l'histoire, tu t'es lancé dans un master en histoire. Donc une fois que tu sors de fac, qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu vas pour travailler pour le CBF, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en fait, c'est-à-dire que pendant tout mon parcours, moi, on n'avait pas d'argent. Voilà. Donc, il fallait travailler. Donc, tour à tour, au départ, j'avais été emploi jeune dans mon club de foot.
Ensuite, j'avais été surveillant dans un collège. Ensuite, donc, j'ai travaillé pour une association culturelle pendant des années. Ensuite, j'ai monté une propre structure. Donc, on a fait beaucoup de choses. Mais mon engagement a toujours été lié en fait pendant mes études. J'avais pas le choix parce qu'il fallait de l'argent. Mhm. Et en même temps, j'avais besoin de cet engagement. Ça me permettait de me dire, voilà à quoi tu sers en fait. Oui, mais le choix n'est pas anodin parce que tu travailles pour le CBF. Peut-être les gens ne le connaissent pas, mais c'est le réseau de culture franco-berbère. C'est ça. Donc, tu y passes presque 4 ans. Comme tu as dû sûrement le remarquer, hein, donc le nom de ce podcast est Jugurtha Talks. Ouais. La référence y est pour quelque chose. Donc, tu es un amoureux de la culture berbère, Ouais. notamment donnant des conférences sur l'histoire de l'Afrique du Nord anté-islamique. Tu m'as expliqué que cet amour te vient de l'étude que tu as faite, mais aussi, j'imagine que c'est un lien aussi avec tes origines, non? Oui, il y a un lien. Alors, il y a un lien familial qui est fondamental, cette recherche de savoir qui nous sommes. Je crois que tout le monde l'a eu, cette recherche. Quelle que soit la culture d'où tu es, de là où tu as grandi, on a tous besoin de savoir qui nous sommes. Je pense que tu as besoin de savoir qui tu es pour pouvoir mieux avancer. Pour moi, c'est un leitmotiv. Et cette recherche, c'était par amour par rapport à mon papa, parce qu'il avait besoin de cette recherche. Et 2, l'histoire, parce que quand j'étais petit, moi, j'avais ma grande-tante, paix à son âme, qui nous racontait des histoires. Moi, j'étais fan de ça. Quand on allait en vacances en Kabylie et que dans les années 90, il y avait l'électricité une fois sur 2, on se mettait autour de ma tante autour d'un feu et qu'elle nous racontait des histoires. C'était formidable. Ça, c'est formidable. Et puis moi, je suis un fan d'Indiana Jones. Voilà, moi j'ai grandi avec Indiana Jones et ce que je raconte dans mes conférences, j'ai même le chapeau d'Indiana Jones que je porte pendant mes conférences et je leur dis voilà, moi j'ai 2 personnages qui m'ont fait aimer l'histoire, c'est ma tante et Indiana Jones. Voilà pourquoi je vous raconte mon histoire et voilà aussi pourquoi je raconte des histoires, parce que le monde est fait d'histoires. Les gens ont besoin de s'attacher à une histoire, de vivre avec une histoire. Au sens large du terme, c'est comme les politiques aujourd'hui, ils ont besoin. Alors, je le dis pas de manière péjorative, mais un politique, il a besoin d'apporter une vision, de raconter une histoire pour que les gens s'attachent à quelque chose. C'est vrai. Tu vois, c'est une dynamique en fait. Tu peux pas porter de vision s'il n'y a pas une histoire derrière sur qu'est-ce que je veux faire avec vous. Tu vois. Et tu sais, en parlant de politique, un jeune homme ambitionnant une fois de carrière en politique a demandé à un homme politique confirmé, c'est une histoire vraie, que je ne vais pas citer parce que cet homme politique confirmé est très clivant, on va dire, polarisant. Il lui a posé la question, quelles sont les matières que je dois maîtriser afin de réussir ma carrière en politique? Et cette personnalité politique confirmée lui a répondu, l'histoire, l'histoire et l'histoire. Ouais. Donc je ne sais pas si cet homme politique avait peut-être raison, mais c'est peut-être pas un hasard qu'en 2007, tu t'es engagé dans la vie politique en tant que conseiller municipal délégué à la vie associative à la mairie de Drancy. Ça ne me rajeunit pas là. Tu as bien travaillé. Qu'est-ce qui a motivé ce premier pas dans la politique? À l'époque, député maire, c'était Jean-Christophe Lagarde. Il me propose d'intégrer l'équipe municipale. Moi, je dis ouais. Tu vois, je suis déjà engagé sur le plan associatif. Je me dis pourquoi pas. Mais je m'engage parce que je veux, encore une fois, être utile. C'est tout. J'ai pas de carrière politique jusqu'à présent. J'ai pas un cheminement de carrière politique où je me dis, je m'engage. Parce que je me dis, si j'y vais pas, les autres vont y aller à ta place. Voilà. Et il faut être dans ces cercles. Voilà. Il faut être dans ces cercles, même si tu n'as pas les codes. Et tu vas apprendre tes codes au fur et à mesure. Alors au départ, c'était violent. Au départ, c'est violent parce que un jour, je leur raconterai ça. J'ai commencé à écrire 2 ou 3 trucs là-dessus parce que les gens pensent que tu sais tout. Les gens pensent que tu vas être bourré de fric parce que c'est des stéréotypes. Les gens s'attendent à ce que tu leur expliques tout. Les gens pensent que tu vas tout régler. Mais en fait, c'est pas ça. Et donc, c'est assez violent les premières fois. Et puis, tu es heurté je suis toujours heurté à ça aujourd'hui quand tu dis non à quelqu'un et qui pense que tu dis un non parce que c'est personnel, que ça n'a rien à voir. Des fois, c'est difficile. Et moi, j'ai grandi dans une culture où dire non, c'est pas simple. Tu vois. Et ça, voilà, c'est dans la vie politique que tu apprends. Et en plus, ça te crée aussi des frustrations. Ça te crée des gens qui sont fâchés contre toi alors que tu leur dis que ça n'a rien de personnel. Tu leur dis non parce que c'est pas possible. Parce que quand tu donnes une réponse,
je ne donne pas une réponse individuelle, je regarde mon environnement autour et mon arbitrage fait que je vais te dire non ou oui. Et tout ça, c'est compliqué, donc tu apprends, tu dis. Mais c'est une super belle école de formation. Et qu'est-ce qu'on y apprend particulièrement? Tout. Quand tu te lances là-dedans, tu deviens un couteau suisse. Voilà. Tu deviens un couteau suisse, contrairement à ce que l'on pense. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il doit apporter des réponses à tout le monde. Et donc, il faut que tu aies cette capacité à t'adapter pour pouvoir apporter une réponse. Alors, cette réponse, elle peut être positive ou négative. Mais tu dois, du coup, pour expliquer, mieux comprendre la personne, il faut que tu travailles. Voilà. C'est le tort des politiques aujourd'hui qui ont été élus. Pour la plupart d'entre eux qui sont aujourd'hui des ministres, etc., qui ne connaissent pas le terrain, qui n'ont pas cette expérience et donc, du coup, qui ne peuvent pas apporter des réponses aux gens et qui ne comprennent pas, en fait, le quotidien des gens. Et c'est un manque d'empathie? C'est un manque d'empathie et d'expérience. Parce que le vécu, tu peux pas arriver en politique comme ça si derrière, tu n'as pas été conseiller municipal, adjoint au maire, etc. Pour moi, il y a un cursus honorum comme les Romains. Ça n'a pas de cohérence sinon. Tu peux pas arriver du jour au lendemain dire bah, je vais être ministre et derrière, voilà. Sans avoir cette expérience du terrain, il faut que tu aies du vécu. C'est primordial. Aujourd'hui, tu es expérimenté, tu as roulé ta bosse, mais quel trait de caractère tu as gardé de ce Hamid de 2007, jeune diplômé, conseiller municipal de 24 ans? J'ai gardé ma naïveté et je veux pas la perdre, vraiment. Parce que cette naïveté, elle te permet d'avoir tes rêves, de concrétiser tes objectifs, de rêver. Parce que si tu rêves pas en politique, ça sert à rien. Il faut qu'à un moment donné, tu apportes une vision. Alors des fois, cette naïveté, elle a tendance aussi un peu à baisser parce que bon, c'est parfois un peu violent. Parce que tu es dans un monde, un milieu où il y a beaucoup d'ego. Tu es dans un milieu où je vais peut-être fâcher les collègues, où la compétence, elle n'est pas forcément là. Et donc, voilà, c'est tout un... Et tu apprends. Et puis, nous, on a été élevés comme des caméléons. Tu te démerdes. Voilà, c'est ce que me disait toujours mon père. Et du coup, voilà, tu arrives dans ces milieux pardon, où tu apprends beaucoup de choses. Et cette naïveté, je ne veux pas la perdre. Parce que c'est un moteur, en vérité. Parce que c'est cette naïveté qui te porte et qui veut aussi que tu amènes... que tu veux porter un certain nombre de projets, que tu veux que ces projets passent. Quel trait de caractère tu as perdu de ce jeune Hamid? Je serais pas... Tu me fais une psychanalyse, là. Peut-être que je suis devenu plus dur. Mais... ouais, peut-être que je suis devenu plus dur. Ça veut dire quoi, plus dur? Plus dur avec moi-même. Peut-être plus exigeant encore parce que les gens attendent beaucoup. Et tu veux pas les décevoir aussi. C'est un trait de caractère qui est inné chez nous, donc c'est toujours mais plus dur, ouais. Ok. Ouais. À la sortie du CBF, tu rentres dans l'éducation nationale en tant que professeur d'histoire et de géographie. Tu avais quel âge quand tu commençais à être prof? Alors, au départ, en fait, je rentre comme contractuel. Je rentre comme contractuel parce que je passe le concours 2 fois, j'y arrive pas. Parce que je suis salarié en même temps, c'est hyper compliqué. Et ensuite, j'ai le concours... Alors, en plus, pour te dire, c'est le concours... en fait, j'ai dû reprendre mes études. Donc, je me suis remis dans le bain avec des gars qui avaient 21 ans. Moi, j'avais presque 27 ans. J'avais déjà une expérience professionnelle qui était déjà pas mal. C'était dur de repasser le concours et puis ça m'a obligé à devenir plus rigoureux et je me suis éclaté parce que je me rappelle, pour te dire, les notes que j'avais eues aux écrits parce que ça m'avait marqué. J'avais eu 17 en histoire et le sujet d'histoire, c'était je m'en rappelle encore, pour te dire, parce que j'y croyais pas. C'était les capitales princières et les arts en France, en Italie, 14e, 18e siècle. Donc je m'étais fait plaisir sur Versailles, sur Florence, sur Milan, sur Venise, toutes ces capitales à l'époque, de l'époque moderne qui avaient... c'est toute l'époque de la Renaissance avec ces beaux châteaux de la Loire, les beaux châteaux italiens. Enfin, c'est fascinant quand tu vas les découvrir en Italie ou en France. Et en géographie, c'était assez marrant parce que c'était un truc sur la politique de la ville. Et pareil, j'avais eu 16. Et donc, j'ai enseigné comme ça. Ils m'ont fait repasser en tant que stagiaire parce qu'il fallait que tu reviennes dans le sérail. Et puis voilà, j'ai enseigné pendant 7-8 ans. Et puis, je me suis mis en disponibilité de l'éducation nationale
parce que j'avais d'autres projets professionnels que je suis en train de mettre en place et parce que aussi mon mandat d'élu me prend beaucoup de temps. Mais je voudrais quand même revenir vers cette expérience que tu as eue. Peux-tu fermer les yeux et revenir vers le souvenir de ton premier jour de travail en tant que prof où Hamid, je crois que tu avais 27 ans à l'époque, s'est présenté au lycée, c'est au Blanc-Ménil, c'est ça? Alors en fait, c'est compliqué à t'expliquer parce que j'avais commencé en tant que contractuel. Oui, mais même le premier jour, je veux savoir le premier jour comment ça s'est passé. Alors c'est marrant parce en fait, j'arrive à je suis contractuel et le premier poste, je me rappelle parce que maintenant elle est devenue collègue et j'en profite pour lui passer un petit coucou. C'est Georges Mariero qui était principal au collège Jacques Jorissen à Drancy et j'avais été affecté dans son établissement. On se connaissait pas encore. Maintenant, les maires adjointes en charge de l'éducation à Drancy. Et je me rappelle, le premier cours, je dis merde, comment je vais faire? Parce qu'au moment où j'arrive dans la cour, il y a un gamin qui me dit ouais, Hamid, ça va? je regarde comme ça, je dis mais en fait, c'était des gamins que j'avais eu au foot en tant qu'éducateur à la JAD. Je dis tu m'appelles pas Hamid, hein, c'est Monsieur Chabani. Et il s'est exécuté. Le gamin m'a dit pardon. Monsieur Chabani, il est venu en classe normal, il m'a appelé Monsieur Chabani. Donc c'était assez drôle. Il fallait se positionner, tu vois. Et ensuite, alors j'ai pas commencé tout de suite au Blanc-Ménil. Quand j'ai eu mon concours, j'étais affecté dans un collège à Aulnay-sous-Bois. Et là, pareil, rebelote, il se trouve que dans ce collège à Aulnay-sous-Bois, il y avait mon petit cousin qui était élève à Mirouche. Donc à chaque fois, il faut que je tombe sur quelqu'un que je connais. Donc j'avais fait mon première année de stage. Tu dois recadrer. Voilà. Et après, je me retrouve en poste fixe au collège Jacqueline de Romilly. Coucou les collègues de Jacqueline de Romilly. Je vais leur faire parvenir. Oui. Où j'ai passé 6 ans ou 7 ans, des années formidables. C'était génial parce que c'était un nouveau collège. Et maintenant, je croise même des collégiens qui sont à la fac, d'autres qui ont arrêté les études, que je recroise. C'est génial. C'est un métier qui est formidable. Vraiment. Qui est formidable parce que tu transmets un savoir. Les gamins, ils te le font comprendre quand ils aiment ce que tu leur as transmis. Ils se rappellent parce que tu as déclenché des vocations, tu vois. Et après, il y a un petit côté parfois qui est chronophage et il y a un côté aussi où l'institution prend un peu trop de place. Et bon, mais c'est un métier formidable. Je sais que j'y reviendrai de temps en temps ou que j'interviendrai de temps en temps dans des classes comme je peux le faire. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que tu passes 13 ans dans l'éducation nationale. Plutôt 10 ans. Alors, 10 ans. 13 ans, tu as raison, parce que j'étais assistant d'éducation, donc ce qu'on appelle surveillant à l'époque. J'ai fait ça pendant 2 ans, pareil au Blanc-Ménil. Donc, si tu cumules à peu près tout, ça fait à peu près entre 12 et 13 ans. Ok, donc tu as été 10 ans en tant que prof d'histoire et de géographie. Donc, je ne vais pas te demander de résumer les 13 ans. En quelques minutes, c'est un peu difficile. Mais qu'est-ce qu'on apprend au bout de 13 ans de carrière en tant que prof dans l'éducation nationale ? Déjà, tu t'adaptes tout le temps parce que les élèves sont jamais les mêmes d'une classe à une autre. Ils sont touchants, les gamins. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup appris. Mais les gamins, ce que j'ai adoré, c'était mon laboratoire. Moi, quand j'avais un truc à tester sur une prise de parole en public, etc., je le faisais avec eux. Et j'écoutais beaucoup. Il faut faire preuve d'humilité quand tu es prof, si tu veux vraiment réussir. Humilité, justesse. Il faut être juste, pardon, et cadre. Ce qui faisait qu'avec les élèves, j'apprenais beaucoup d'eux, en fait. Et je pense qu'un bon prof, c'est celui qui apprend beaucoup des élèves. Ils sont très vifs, la génération d'aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pense, parce qu'ils sont beaucoup après sur les réseaux sociaux. Bon, parfois, c'est un vrai sujet. Mais ce que je retiens, c'est que j'apprends beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses avec les élèves. C'est ça que je retiens. Et les collègues, pardonne-moi, où tu constitues... C'est comme si tu étais dans une famille, en fait. Tu vois, tu as des collègues qui sont devenus maintenant des vrais amis que je vois régulièrement. Tu ouvres une parenthèse dans ta vie d'enseignant et au bout d'1 an, je crois, d'enseignement, et tu écris un livre donc, qui s'intitule Printemps noir. Ouais. Alors, ce livre, il sort avant que je devienne enseignant. Ah, autant pour moi. Il sort au moment où je passe le CAPES, parce que moi, je suis un peu fou. J'ai tendance à faire beaucoup de choses à la fois. Alors, ça peut paraître... en France, on n'aime pas ça. Mais dans les pays anglo-saxons, on aime ces profils. Mais en France, des fois, tu vois, donc tu passes ton temps des fois à te justifier. Au bout d'un moment, tu lâches l'affaire. Il faut choisir sa casquette. Voilà. Dis, écoute, je fais ça, tu comprends. Et du coup, des fois, c'est compliqué de décrire ce que tu fais. Ce livre, en fait, c'était mon sujet de master.
Mhm. mon sujet de master, et puis je reviens dessus. Et à l'époque, Pierre Vermeuren, qui est professeur émérite à la Sorbonne, qui écrit régulièrement un certain nombre d'ouvrages, Figaro, Marianne, enfin il fait pas mal d'émissions télé. Je lui dis, écoutez monsieur, on est devenus très amis en plus aujourd'hui, il me dit ça vaut le coup que tu le retravailles. Je lui dis, est-ce que tu penses, maintenant c'est tutoie, est-ce que tu penses que ça peut être publié? Il me dit oui, oui, bien. Il me fait une lettre de recommandation et ça a été publié comme ça. Mhm. Donc c'était en fait, mon master, le master 2, je voulais aller voir ma grand-mère en fait en Kabylie. Je dis tiens, je vais faire un truc sur les assemblées villageoises. Et j'ai découvert en fait un système de démocratie participative formidable qui existe depuis des siècles et des siècles, pas qu'en Kabylie, hein, dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, qui est en fait un mini conseil municipal et qui décide de la vie de la cité, etc. Je connaissais ça quand j'étais gamin, mais du coup, ça m'a permis de l'approfondir, etc. Et c'était passionnant. Ça m'a permis de faire des tables rondes, de me faire connaître avec cet ouvrage aussi. Et du coup, ça a aussi donné lieu à la publication d'un ouvrage un peu plus tard. C'est Comment peut-on être berbère avec Pierre Vermeuren, justement. Et tu l'as coécrit? On l'a coécrit. Il est sorti l'année dernière. Donc, il y a du monde qui l'a coécrit, qui ont participé à ce colloque qui avait lieu à la Sorbonne. Benjamin Stora, Tassadit Yassine, des professeurs quasiment du monde entier, universités américaines, italiennes, donc européennes, espagnoles, des îles Canaries, d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisien, du Mali, donc vraiment des chercheurs du monde entier, suite à un colloque qui avait été réalisé à la Sorbonne, je ne sais plus en quelle année, en 2015, et ensuite on a été publié avec la Covid très tardivement, il est sorti l'année dernière. Ok, Voilà. ok. Donc, entre-temps, tu es resté aussi très actif dans la promotion de la culture berbère en France, notamment avec la série de documentaires courts que tu as réalisés, où tu retraces le parcours de figures historiques à Mazir, comme Massinissa, Juba II, Saint-Augustin. Quel est l'enseignement clé que tu souhaites transmettre à travers ces documentaires? Déjà, c'est une façon de remettre en avant ces personnalités en fait qui sont pas connues par le grand public. Et je trouve ça dommage que des jeunes issus nord-africains, et pas que nord-africains. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont pas d'origine nord-africaine qui m'interpellent. Mais on ne savait pas que Saint-Augustin était originaire de l'Afrique du Nord, enfin il est africain du Nord. On ne savait pas que Juba II a une histoire exceptionnelle entre Jules César, Auguste, comment il s'appelle, Marc-Antoine, qui en plus il a épousé ensuite Juba II, la fille de Marc-Antoine et Cléopâtre. Tu dis c'est impressionnant, tu dis c'est quand même. Et là tu dis mais merde, on va arrêter de se mettre plein de bêtises, de se taper sur la tête, et c'est une forme d'archéologie moderne, mais en mode visuel. C'est-à-dire, voilà, je vais vous présenter des personnalités nord-africaines. J'ai commencé, pourquoi? Parce que c'est des trucs que je maîtrise, en fait. C'était facile pour moi. C'était un copain qui m'avait proposé. Il m'a dit, viens, on se lance. Je dis, tiens, pourquoi pas. Là, il y en a une autre qui doit sortir sur l'empereur du Mali, Kankan Moussa. Tu vois, qui est une autre personnalité. L'idée, c'est de remettre en avant ces personnalités et de dire à des gamins, regardez, il y a aussi une histoire qui existe. Et qui soyez-en fiers. C'est clair. Il y a des personnalités qui ont brillé pendant l'Antiquité jusqu'à cette époque, période contemporaine, et que je vois pas pourquoi on les sortirait de l'histoire. Comme on a sorti les femmes de l'histoire pendant des siècles et des siècles, on voit maintenant de plus en plus d'ouvrages sur les femmes dans l'histoire et les femmes qui ont écrit l'histoire. C'est pareil aussi pour ces personnages. Donc il y a tout un pan de l'histoire du monde qui a été oublié, que j'aimerais un peu remettre à jour, en fait, tout simplement. Alors, je le fais à ma modeste échelle, hein. On fait ça bénévolement, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'y intéressent. C'est clair. Il y a des gens qui s'y intéressent, et puis c'est des personnages passionnants. T'as l'impression que je comprends pas pourquoi Hollywood n'a pas fait des films sur ces personnages. D'ailleurs, dernièrement, c'est pas un personnage c'est un personnage qui est très clivant parce que moi, j'ai des origines nord-africaines et particulièrement tunisiennes. Et il y a le personnage de Hannibal, je sais pas si tu connais. C'est génial, Hannibal. Mais dernièrement, il y a eu une polémique parce que voilà. Oui, mais tout ça pour dire que
Hollywood s'y intéresse, Oui, oui, oui. mais c'est clair qu'ils y viennent un peu tardivement. Mais Mais ma c'est question... c'est pas grave. Je pense qu'il faut commencer. Tu vois, il y a en fait il y a des films en noir et blanc sur Massinissa à l'époque, réalisés par des Italiens. Ils sont sublimes. Quand tu vois Massinissa, t'as une scène où on le voit qui tombe amoureux de sophonisme dans un film des années 60. Tu vois le truc, tu dis, c'est pas possible. Enfin, c'est incroyable. Donc, il y a des choses qui se faisaient déjà. Oui. Tu vois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un boulot à faire sur ces sujets qu'il faut remettre au goût du jour, tout simplement. Donc ma question pour toi, à quand l'épisode que tu vas faire sur Jugurtha? Alors, Jugurtha, j'en avais fait un. Je sais pas si tu as eu le temps de le visionner. Ah non, Je- autant pour moi. Bah, écoute, c'était ma deuxième capsule. Je l'ai pas trouvé. Ah, ben il faudrait que je te l'envoie alors. Ah bah, Voilà. En plus, Jugurtha Talks, pardon. Si tu l'as pas vu, ça va pas. Bah non. J'étais persuadé de l'avoir envoyé. Jugurtha, son histoire, elle est fabuleuse. Oui, oui. Il avait rien à faire là. C'est-à-dire que c'est un type que son oncle paternel vient le récupérer parce qu'en fait, c'est un fils illégitime. Oui. Et en fait, on le découvre sur les. Il accompagne, son oncle en fait sur la période de guerre. En fait, les Romains le découvrent que c'est un guerrier formidable, mais il n'aurait jamais dû être dans l'histoire en fait. C'est quelqu'un qui s'est placé dans l'histoire, qui s'est imposé et qui a quand même tenu tête à Rome pendant plus de 7 ans. C'est les guerres de Jugurtha racontées par Salluste. Alors effectivement, certains disent oui, mais c'est une vision romaine, mais Salluste explique bien que Jugurtha en fait s'est imposé, s'est battu contre les Romains, jusqu'à être à mettre en péril en fait Rome. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, Rome n'est pas encore tout à fait ce que l'empire qui va devenir. Et il est quand même emprisonné à Rome. Il est emmené à Rome. Et je leur raconte l'anecdote de cette capsule. Il est dans la même prison que Vercingétorix quelques années avant. C'est quand même dingue. Oui. Comment on peut passer à côté de ça, quoi? Faut le raconter. Oui. C'est important de le raconter. C'est clair, c'est clair. Entre-temps, tu prends plus de responsabilités dans la vie politique, Ouais. Et tu deviens conseiller départemental pour le département de la Seine-Saint-Denis et aussi tu deviens adjoint au maire à la mairie de Drancy. Être adjoint au maire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à beaucoup de choses parce que d'une journée à une autre, tu fais pas les mêmes choses. Voilà. Ce que je te disais tout à l'heure, quand tu fais la politique, tu es un couteau suisse. En fait, être adjoint au maire, c'est d'abord de régler les problèmes des gens, dans la mesure du possible. Et parfois, ça crée de la frustration parce que tu ne réponds pas positivement à des gens qui, encore une fois, le prennent de façon personnelle. Moi, c'est ce qui, des fois, m'embête. Ce que j'ai du mal parfois à gérer à titre personnel. Mais au quotidien, c'est de régler les problèmes. Mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'attire? Être utile, tout simplement. C'est mon... Comment on appelle ça? Moi, dans ma ligne de valeur, dans ma ligne de vie, dans mon projet de vie, c'est la transmission et être utile. C'est ce qui me fait vibrer. Je l'ai découvert, maintenant je sais que c'est ça, et c'est de mettre en relation les gens. C'est cette capacité à être facilitateur. Et c'est ce qui me fait vibrer le matin, c'est ce qui me fait me lever le matin. Et si j'ai pas ça, si je le fais pas dans la journée, bah, je me sentirai pas bien. Donc c'est mon truc qui me fait réveiller le matin. Bravo, bravo. Et ça met du temps à comprendre, hein, mais c'est ce qui me fait vibrer. Hmm. Alors pour certains, c'est autre chose qui a fait vibrer. Bah, moi, c'est la transmission, mettre en contact les gens et faciliter les choses. Excellent. Écoute, je vais essayer de te poser une série de questions qui s'appelle la série. Et à travers ces questions, les gens pourront comprendre ton système de valeurs, comment tu réfléchis. Donc on commence. D'après ton expérience, sans prétendre donner des leçons aux gens, mais qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leurs rêves? Leurs croyances limitantes. Leur propre ennemi, c'est eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils commencent un projet, ils ont tendance à dire « Ouais, mais est-ce que tu crois que je vais y arriver ?» Donc il y a l'ennemi intérieur qui commence à la petite voix qui te dit non, 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 tu pourras pas, tu pourras pas. En plus, on va souvent voir après les copains et les copines qui te disent non, tu vas pas y arriver. Ceux-là, tu les sors de ta vie. C'est pas tes copains et tes copines, ils te feront pas avancer. Donc, ce qui empêche les gens d'avancer, c'est eux-mêmes et c'est leur entourage. Imagine qu'on te donne le droit d'afficher un message dans tous les transports en commun en France pendant 48 heures. Qu'est-ce que tu écrirais? Souriez.
Non, mais c'est vrai, quand t'es dans le métro, tout le monde fait la gueule. Souriez, ça rend les choses plus faciles. Tu n'es pas la première personne qui me dit ça en plus. Non, mais c'est Tesson qui disait la France, c'est un paradis, est un pays peuplé de gens, est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est une réalité. On C'est est beau. toujours en train de se dire ça va pas. Non, mais évidemment, le changement, il va venir de nous-mêmes. Et le sourire, ça fait déjà beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses. C'est vrai. Y a-t-il une personne en particulier qui a une influence très forte et très marquante dans ta vie? Si oui, comment et pourquoi? J'ai eu beaucoup de personnes qui ont été importantes dans ma vie. La personne qui te vient à l'esprit. Sans réfléchir. Sans réfléchir, c'est mon père. Ouais, c'est mon papa. Il est parti de rien, il a fait son cheminement et voilà, il a cru en lui et puis il s'est dépassé. Et comme mon papa et comme beaucoup de papas de sa génération. Et après, il y a ma mère. Ce qui est automatiquement, c'est les parents d'abord. Mhm. Les success stories des personnes comme toi, c'est-à-dire des Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France, sont innombrables, mais pourtant, ils sont invisibles dans le paysage médiatique français. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe? Ah, la France est quand même un pays très conservateur au fond de lui sur ces sujets, très frileux. Et il devrait pas en fait. Il devrait pas parce que moi ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que ce plafond de verre il existe encore. Attention, hein, on a quand même beaucoup avancé. Hein. On a beaucoup avancé. Moi je vois beaucoup de maires aujourd'hui, maires de collectivités, de communes, pardon, à la tête de communes qui sont issus de la diversité, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a un plafond de verre qui est aussi dû à l'actualité, parce qu'il y a une crise identitaire, il y a une crispation identitaire en France. Elle a peur de perdre son histoire, la France. Elle a une belle histoire, la France. Mm. Faut juste qu'elle assume, en fait. Faut juste qu'elle assume et qu'elle accepte que tout le monde peut participer à cette histoire, mais il faut pas qu'elle se renferme. La particularité de la France, c'est quand même elle a créé un système de la Révolution française qui s'est quand même exporté dans le monde entier. On doit en être fier en fait. C'est vrai. Franchement, on doit en être fier. Et donc, même s'il a ses défauts, ce système, mais quand même, on est dans un pays où tu peux dire t'exprimer librement. Moi, je suis pas, tu sais, dans les théories de complotistes, etc. Non, on est quand même dans un pays où tu peux dire ce que tu veux. Et C'est vrai. voilà. Alors, ouais, ben, il y a encore des stéréotypes qui font que les gens issus de la diversité, quelle qu'elle soit, cette diversité, parce que pour moi, la diversité, elle est large, elle n'est pas forcément identitaire, elle n'est pas forcément culturelle. Elle peut être physique, elle peut être sexuelle, elle peut être religieuse, elle peut être géographique. Je suis pas enfermé sur ce sujet. Et donc, voilà, on a des stéréotypes. La France, elle a un problème avec les femmes lorsqu'elles prennent le pouvoir, la parité, etc. Donc c'est aussi une forme de diversité. La France, elle peut être parfois coincée lorsque elle peut avoir un stéréotype sur une personne de couleur, mais c'est pas toute la France qui est comme ça. Donc il y a du travail encore. Et aujourd'hui, la France, ça peut pas négliger cette diversité à l'heure de la mondialisation qui a commencé depuis des siècles. Depuis, j'ai envie de te dire, le moment où Christophe Colomb a mis un pied en Amérique du Nord, j'ai fait un lapsus révélateur. C'est une colonisation, certes, mais c'est un début de mondialisation. Et donc, il faut, voilà, si on veut être en avant sur le plan économique, etc., tout le monde a sa place. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Mhm. Y a-t-il un livre que tu donnes souvent en cadeau ou il t'arrive de relire régulièrement certains passages? Soufi, mon amour. Pourquoi? Il est génial. C'est l'histoire de Rumi. C'est un roman qui mélange la période du Moyen-Âge où Rumi, en fait, est à Bagdad. Il s'initie au soufisme à travers Shams de Tabriz, qui était considéré comme un fou à l'époque. Et tu as une personnalité dans cet ouvrage, dans la narration, qui à cette époque, en fait, qui se cherche et donc elle retrouve ce cheminement via Rumi, etc. Et c'est passionnant de se dire que, en fait, la vie, elle est faite
de rencontres, d'expériences et qu'il faut faire ensuite son propre parcours. Et en fait, même si ça emmerde les autres, tant que tu es bien et que tu es heureux avec toi-même, ça suffit. C'est ce que dit Soufi Mon Amour, en fait. Et puis, il y a plein de... Voilà, c'est un livre fabuleux. Moi, j'ai adoré ce livre. Et je l'adore, pardon. Excellent. Combien de fois t'est-il arrivé de vouloir tout abandonner et qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait? Tout le temps. Tout le temps, mais c'est le principe, voilà, je l'ai pas fait parce que tu te dis, bon, bah, il faut continuer. Je pense qu'il faut savoir faire preuve de résilience dans la vie. Il faut faire preuve de résilience. Moi, j'ai eu la vie lisse. Hein. Voilà, mes parents m'ont élevé, ma famille. On n'a pas eu de grandes difficultés en soi, même si on est issu de la classe ouvrière. Mais j'ai eu la vie lisse. Je me suis pas trouvé dehors dans le froid, sans manger, etc. Je connais des copains qui ont connu ça, tu vois. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre. Je suis un privilégié. Et comme je l'ai dit, je reprends souvent Sniper. Je suis pas monté, j'ai pas été sur la lune. Voilà, je suis pas un chirurgien qui soigne des gens le matin, qui fait des opérations, qui va sauver des vies. Je fais de mon mieux que je peux, et puis on avance. Mais j'ai pas le droit de me plaindre. Quel est le point commun des personnes qui t'entourent, ton premier cercle? Quel est le point commun? Le point commun des gens qui m'entourent. Oui, quel est le point commun des personnes qui t'entourent, ton premier cercle? C'est la fidélité. Ça, pour moi, mes amis, s'ils n'ont pas cette notion de fidélité, c'est pas la peine. C'est-à-dire que fidélité est liée à la loyauté. C'est-à-dire que, voilà, je suis là, je fais pas semblant d'être là. C'est pareil dans ma famille, c'est pareil avec mes amis, c'est la fidélité et la loyauté. Pour moi, c'est mes deux premières valeurs qui font qu'on va s'entendre. Ok. Le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour être là où tu en es aujourd'hui? Je sais pas si je peux parler de sacrifice à proprement parler. Peut-être sur le plan personnel, des fois, j'ai négligé certaines choses. Mais en même temps, je peux pas dire que c'est un sacrifice parce que je suis épanoui aujourd'hui. À 40 ans, c'est un bel âge, 40 ans. Ah bah oui, tu sais ce que dit Carl Jung. Non. Il dit que la vie commence réellement à l'âge de 40 ans. Juste avant, on n'a fait que des recherches. Exactement. Tu vois, c'est... Non, mais c'est... Tu vois, on a tous peur d'arriver à 40 ans, de se dire est-ce que j'ai pris le bon chemin ou le mauvais chemin, etc. Aujourd'hui, j'ai revu des choses sur le plan professionnel où je me suis lancé dans le milieu de la formation parce que je transmets maintenant aux adultes. Et je me dis que non, je suis content d'être arrivé là où je suis à 40 ans. C'est cool. Et maintenant, on va continuer à faire d'autres choses. Excellent. Ouais. Syndrome de l'imposteur, mythe ou réalité? Ah, réalité. Ah non, ça c'est... et je pense que c'est quand même bien de continuer à l'avoir de temps en temps dans ta tête. Ça te permet de ne pas prendre la grosse tête. Pourquoi? Parce qu'on est issu de la classe ouvrière et des fois on se dit mais ouais, mais attends, pourquoi je suis là? Moi, ça m'est arrivé d'être devant des ministres, devant des chefs d'entreprise du CAC 40, etc. Et les types te parlent... Voilà. Ils te parlent d'égal à égal. Et des fois, tu as ce syndrome de l'imposteur. Faut l'enlever, mais il faut le garder un petit peu, juste histoire de garder les pieds sur terre. C'est ce que je dis aux jeunes. Tu vois? Mais n'ayez pas peur. Je dis souvent aux plus jeunes, souvent lorsque j'interviens en formation, lorsque je forme des cadres territoriaux ou des élus locaux, je leur dis mais n'ayez pas peur. Ou des chefs d'entreprise, lancez-vous. Voilà, mais après... Il y a des croyances limitantes qui sont dues à nos histoires de vie, à nos parcours de vie, à nos blessures d'enfance, qu'il faut faire avec. Il faut les accepter et avancer. Donc aujourd'hui, après tout ce parcours, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Si je comprends, tu es aujourd'hui formateur. Est-ce que tu peux t'étaler un peu sur... là, sur en fait, je me suis lancé dans la formation depuis quelques temps. Ça fonctionne plutôt bien. Parce que c'est différent. Enfin, c'est toujours lié à la transmission. Mais c'est un autre public. C'est lié aussi avec mes conférences d'histoire que je donne. Et ça fait partie du plus, en fait, c'est d'accompagner des agents territoriaux, des DGS, directeurs généraux de service, des DGA, ce qu'on appelle des directeurs généraux adjoints ou des agents de catégorie C qui veulent apprendre tous les jours, etc. C'est passionnant. Ou quand je accompagne des élus locaux, parce que maintenant ça fait 16 ans que
que j'en fais. Donc, j'ai une grosse expertise dans le sujet, une grosse expérience qui fait que tu transmets différemment. Et c'est passionnant, c'est enrichissant. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est le contact que tu as avec les gens. Voilà. Et de décoder, d'intervenir dans plusieurs mondes différents. Quand j'accompagne des chefs d'entreprise, ils n'ont pas forcément les mêmes codes. Et c'est passionnant de dire, mais voilà, tu peux expliquer ton projet avec un tel. Il y a toujours des synergies que l'on peut créer. C'est une formation en quoi exactement ? Il y a de tout. Là par exemple, j'accompagne des agents territoriaux sur l'organisation de la fonction publique. Je forme beaucoup sur les sujets de management. Je suis formateur de formateurs sur les sujets de laïcité en direction des agents territoriaux. Sur les chefs d'entreprise, je les accompagne dans la prise de parole en public, dans le management, dans les projets. Je fais beaucoup de sur-mesure parce que j'ai beaucoup de flèches, de cordes à mon arc, pardon. Où par exemple, je suis intervenu sur les sujets de coopération décentralisée, comment ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment c'est riche et varié en fonction aussi de mes expériences et de mon parcours. Très bien. Comment les gens peuvent te suivre tes revues d'histoire, ton travail, ta formation, le travail que tu fais à la mairie de Drancy? Comment les gens peuvent suivre ce que tu fais? Sur les réseaux sociaux, j'ai pas le temps de tout mettre parce que c'est du boulot. Mais en tout cas, sur Instagram, ils peuvent me retrouver, surtout sur Instagram, sur Facebook. Sur LinkedIn aussi sur LinkedIn aussi, où j'ai un réseau un peu plus professionnel. Et voilà, et puis là, je les accueille à bras ouverts. Les portes sont ouvertes à la mairie de Drancy s'ils veulent me rencontrer avec grand plaisir. Écoute, je vais mettre les liens pour tes profils. Dernière question. Si les gens qui nous écoutent et les jeunes qui nous écoutent devaient garder à l'esprit un seul mot en tête de toute notre conversation, ça serait quoi? Un seul mot de ce que nous sommes dit? Il y en a plein comme ça dans ma tête. Un seul mot, c'est plutôt le travail. Travail. Et je rajouterais aussi, si tu m'autorises un deuxième mot, c'est aussi plaisir. Je pense qu'on ne peut pas faire les deux. Voilà, il faut aussi se faire plaisir dans ce qu'on fait. Voilà. Parfait, merci. Hamid Chabani, merci beaucoup. Merci d'avoir été mon invité. Merci Ahmed, à toi. Merci. Merci infiniment. Merci. Vous venez d'écouter Jugurtha Talks. Si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram et Facebook. Et à nous mettre des pouces bleus et une évaluation 5 étoiles. C'est peut-être rien pour vous, mais cela nous aide à rendre le podcast et le message encore plus visibles. Aussi, si vous avez en tête une personnalité française d'origine nord-africaine que vous souhaitez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous contacter par email sur jugurthatalks@gmail.com ou via les commentaires YouTube, Spotify ou par messagerie directe sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.